Merci beaucoup pour votre invitation dans ce merveilleux endroit. Et donc je vais effectivement vous parler de conséquences hémodynamiques des pathologies respiratoires chroniques, restrictives et obstructives, et je vais axer mon propos sur la problématique de l'hypertension pulmonaire. Donc pour commencer, voici que j'ai quelques liens d'intérêt avec un laboratoire en lien avec cette présentation. Juste quelques notions de base, de rappel essentiellement, pour vous rappeler que, vous le savez, la circulation pulmonaire est une circulation qui est à basse pression et faible résistance, dont l'objectif est d'assurer les échanges gazeux. Et c'est donc la raison pour laquelle elle est recrutable et distensible pour maintenir, y compris à l'effort, lorsque le débit cardiaque augmente, un régime de pression et de résistance les plus faibles possibles. C'est aussi la seule circulation de l'organisme qui est sensible à l'hypoxie. Et donc c'est la raison pour laquelle les pathologies respiratoires hypoxémiantes vont avoir un impact relativement important sur la circulation pulmonaire. D'autre part, le ventricule droit est évidemment connecté en série avec le ventricule gauche, la contraction est synchrone et le volume d'éjection est globalement identique. Alors les conséquences morphologiques sont importantes et l'épaisseur du ventricule droit est beaucoup moins importante que l'épaisseur du ventricule gauche, et ceci va avoir des conséquences en termes d'adaptabilité en cas de pathologie. Et d'autre part, le ventricule droit physiologiquement ne peut pas générer une pression pulmonaire supérieure à 40 mm de mercure à l'état de base de manière physiologique, étant donné qu'il n'a pas la musculature nécessaire pour générer des pressions supplémentaires. Il est très sensible à la précharge, mais aussi à la post-charge, et contrairement au ventricule gauche, si vous mettez un obstacle à l'éjection du ventricule droit, eh bien sa fraction d'éjection va rapidement décroître et entraîner un processus de dysfonction cardiaque droite très rapide, qui va avoir des conséquences, et on le verra peut-être tout à l'heure, dans le domaine de l'embolie pulmonaire aiguë. Alors il y a différents mécanismes qui sont associés à la dysfonction ventriculaire droite. Il y a des mécanismes de surcharge de pression, l'insuffisance cardiaque gauche, l'embolie pulmonaire, l'hypertension pulmonaire, comme on va le voir, qui donc entraîne un phénomène d'obstruction à l'éjection du ventricule droit, des surcharges en volume qui sont liées à des phénomènes d'insuffisance valvulaire, tricuspide ou pulmonaire, ou un défect de septum interauriculaire, ou un retour veineux pulmonaire anormal qui va générer un volume de sang supplémentaire dans les cavités cardiaques. D'ischémie myocardique qui va entraîner donc une dysfonction du myocarde, notamment dans le cadre de l'infarctus du ventricule droit, de myocardiopathie du ventricule droit ou plus rarement de péricardite constrictive. Alors, l'hypertension pulmonaire, on a dit, les pressions pulmonaires sont faibles. La normale chez un sujet sain, c'est une pression pulmonaire moyenne qui ne dépasse pas 20 mm de mercure. Ce cut-off définit désormais le seuil pour définir une hypertension pulmonaire. Et donc, tous les malades qui ont une pression pulmonaire moyenne supérieure à 20 mm de mercure ont une hypertension pulmonaire, qu'on distingue entre pré- et post-capillaire en fonction du niveau de pression pulmonaire bloquée, de PAPO. Lorsque la PAPO est normale, on a une hypertension pulmonaire précapillaire. À l'inverse, lorsque la PAPO est augmentée au-delà de 15 mm de mercure, on a une hypertension pulmonaire post-capillaire. Alors, les hypertensions pulmonaires sont regroupées sous une classification qui distingue 5 groupes distincts en fonction des mécanismes physiopathologiques qui sont à l'origine de cette élévation des pressions pulmonaires. Donc, tous les malades qui ont une hypertension pulmonaire ont la même définition hémodynamique, une pression pulmonaire moyenne supérieure à 20 mm de mercure, mais les mécanismes à l'origine de cette élévation des pressions pulmonaires sont différents. Et dans ce qui nous intéresse ce matin, qui est donc les hypertensions pulmonaires des pathologies respiratoires, c'est l'hypoxémie, mais on va voir que ça n'est pas le seul facteur qui va entrer en compte dans ces mécanismes d'élévation des pressions pulmonaires. C'est une complication qui est relativement fréquente, qui complique des pathologies respiratoires le plus souvent évoluées, et cette élévation des pressions pulmonaires est relativement modérée, sauf dans un petit nombre de cas, qui va attirer peut-être un petit peu plus notre attention.
Alors, les concepts ont un petit peu évolué. On est passé d'un concept où on distinguait dans ce groupe 3 des hypertensions pulmonaires associées aux pathologies respiratoires. On définissait ça selon des syndromes, syndrome obstructif, syndrome restrictif, des syndromes qui mixaient les deux, ce qui n'était pas tout à fait très précis. Et là, désormais, dans les nouvelles classifications, on a maintenant des pathologies qui se compliquent d'hypertension pulmonaire. Et ça, pour le clinicien, c'est quand même plus simple. Donc on a des hypertensions pulmonaires qui compliquent la BPCO et ou l'emphysème, les pathologies interstitielles, les combinaisons fibrose-emphysème et les autres maladies respiratoires. Alors, dans la pathophysiologie, je vous ai dit, la circulation pulmonaire, c'est la seule circulation de l'organisme qui se vasoconstricte en milieu hypoxique. Et donc ça va avoir une conséquence, c'est que, effectivement, chez les malades qui ont une pathologie respiratoire évoluée et qui sont hypoxiques, eh bien, un certain nombre de malades ne vont pas avoir de retentissement vasculaire, mais d'autres patients vont avoir un retentissement vasculaire qui est lié à cette vasoconstriction hypoxique qui est maintenue, qui va entraîner un remodelage des artérioles pulmonaires. Et puis il peut y avoir aussi dans les phénomènes d'emphysème et puis de pathologie interstitielle une raréfaction vasculaire qui va elle aussi entraîner une élévation des résistances vasculaires à l'écoulement. Et ça, on considère que ces retentissements vasculaires vont être à l'origine d'une hypertension pulmonaire qui est le plus souvent corrélée au degré au retentissement respiratoire sur le plan fonctionnel. A l'inverse, on a un petit nombre de patients qui vont avoir une présentation beaucoup plus parlante en termes d'impact sur le plan vasculaire pulmonaire, avec une élévation plus importante des pressions pulmonaires que ne le voudrait le niveau d'atteinte respiratoire. C'est souvent des patients qui sont plus hypoxiques que ne le voudrait leur fonction respiratoire. Ils ont un retentissement fonctionnel respiratoire relativement modéré, ils sont souvent beaucoup plus hypoxiques avec une DLCO beaucoup plus basse, et ces patients-là ont une élévation des pressions pulmonaires qui est anormalement plus élevée que ne le voudrait ce retentissement respiratoire. Et là-dedans, il y a probablement d'autres mécanismes qui jouent. Il y a probablement des mécanismes génétiques. Il y a probablement de l'inflammation, il y a une dysfonction endothéliale, il y a des facteurs de croissance qui sont également impliqués dans ce remodelage microvasculaire très important qui va donner ce phénotype vasculaire et qui donne ce qui était appelé autrefois une hypertension pulmonaire disproportionnée, même si ce terme est désormais un peu aboli parce qu'on ne sait pas exactement comment on peut définir ce qui est disproportionné. Alors juste pour vous illustrer cela, vous avez ici, dans cette cohorte de l'hôpital Bichat, des malades qui étaient adressés pour une transplantation et chez qui on a regardé l'impact du remodelage vasculaire chez les poumons explantés de ces malades qui ont pu être transplantés. Vous voyez qu'un tout petit groupe de patients avait une hypertension pulmonaire très sévère, avec sur la microvascularisation, vous voyez un remodelage très intense des micro-artérioles pulmonaires qui étaient beaucoup plus importants et qui étaient corrélés au niveau de sévérité hémodynamique avec ce remodelage microvasculaire qui était significativement supérieur comparativement aux malades qui avaient soit pas d'hypertension pulmonaire préalable, soit une hypertension pulmonaire modérée. Les études épidémiologiques ont permis aussi d'affiner un petit peu les choses et donc deux cohortes. Une première cohorte du centre de Strasbourg menée par Harry Chawat avait montré que chez des malades qui avaient une BPCO, qui avaient un cathétérisme cardiaque droit, eh bien un tout petit pourcentage de patients avaient des hypertensions pulmonaires qui étaient sévères. Ils définissaient une hypertension pulmonaire sévère comme une pression pulmonaire moyenne supérieure à 40 mm de mercure. Et puis cet autre travail mené aussi en même temps au début des années 2000 par Gabriel Tabu à Bichat et Beaujon montrait que chez des malades qui étaient adressés pour une chirurgie de réduction de volume ou une transplantation pulmonaire pour une BPCO, eh bien, un petit pourcentage de ces patients avaient des pressions pulmonaires très élevées
et la majorité des malades n'avaient soit pas d'hypertension pulmonaire, soit une hypertension pulmonaire qui était jugée modérée. Et cette analyse en cluster a permis justement de préciser un petit peu les choses. Vous voyez que une majorité de ces malades avaient une hypertension pulmonaire qui était en lien avec leur niveau d'insuffisance respiratoire. À l'inverse, dans le cercle rouge, ces malades qui avaient des niveaux de pression pulmonaire qui étaient beaucoup plus sévères que ne le laissait entendre leur sévérité d'atteinte respiratoire. Dans les pathologies interstitielles, c'est un petit peu la même chose. Vous voyez qu'on a des pressions pulmonaires qui sont relativement modérées chez la majorité des malades, et puis il y a toujours un petit pourcentage de patients, entre 1 et 5, voire 10%, qui ont une pression pulmonaire moyenne qui est beaucoup plus sévère, supérieure à 35-40 mm de mercure. Ici, dans ces études épidémiologiques, vous voyez que ce pourcentage est diversement apprécié dans la littérature. C'est des cohortes avec des patients qui ont une pathologie interstitielle. Tout dépend du niveau de sévérité de l'insuffisance respiratoire. Tout dépend du type de pathologie, mais globalement, et surtout de la définition qui est utilisée. Alors, on peut avoir de l'emphysème et de la fibrose. Vous connaissez ce syndrome qui combine l'emphysème et la fibrose. On est sur un phénotype particulier avec des malades qui ont le plus souvent une hypertension pulmonaire qui est relativement fréquente et des hypertensions pulmonaires qui sont le plus souvent sévères. Alors qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça ? Eh bien, c'est que s'y associe une destruction du parenchyme pulmonaire, une raréfaction vasculaire, que ceci va entraîner plus de l'hypoxie, plus de la vasoconstriction hypoxique. Ceci va entraîner une élévation le plus souvent modérée des pressions pulmonaires. Et puis, vous avez un petit pourcentage de patients, entre 5 et 10%, qui finalement vont avoir une hypertension pulmonaire sévère, disproportionnée comparativement à leur niveau d'atteinte respiratoire, et on définit maintenant ces hypertensions pulmonaires sévères comme des malades qui ont une hypertension pulmonaire avec des résistances supérieures à 5 unités Wood. Donc c'est vraiment des patients, on ne définit plus sur le niveau de pression, mais surtout sur le niveau de résistance, et c'est ça qui définit les hypertensions pulmonaires sévères associées aux pathologies respiratoires. Alors comment on diagnostique cela ? Eh bien, vous savez que l'échocardiographie a un rôle déterminant dans le dépistage de ces hypertensions pulmonaires. On raisonne en termes de probabilité échocardiographique d'hypertension pulmonaire. On y associe la mesure de la régurgitation tricuspide associée à d'autres signes échocardiographiques de dysfonction ventriculaire droite. On définit des probabilités d'hypertension pulmonaire faibles, intermédiaires ou élevées. Et il va falloir confirmer le diagnostic par un cathétérisme cardiaque droit. Le problème dans les pathologies respiratoires chroniques hypoxémiantes, c'est que quand on fait des échocœurs à nos malades, eh bien, le plus souvent on trouve des hypertensions pulmonaires sur l'échographie cardiaque qui sont relativement modérées, puisque je vous ai dit c'est relativement fréquent, et qu'il n'y a pas d'algorithme diagnostique spécifique pour dépister, diagnostiquer les hypertensions pulmonaires sévères qui vont justifier de réaliser un cathétérisme cardiaque droit. Et donc finalement, chez qui on va aller jusqu'au cathétérisme cardiaque droit, je pense que le premier message, c'est qu'il n'est pas utile de faire un cathétérisme cardiaque droit à tous les patients, parce que vous trouverez des hypertensions pulmonaires modérées et que ça ne va pas avoir d'impact thérapeutique particulier. En revanche, on va se focaliser sur les populations pour lesquelles le cathétérisme cardiaque droit va avoir un impact en termes de prise en charge. Donc c'est le cas chez les malades qui ont un bilan pré-transplantation ou avant chirurgie de réduction de volume. Chez les malades chez qui on suspecte d'autres mécanismes potentiels, ils peuvent avoir une hypertension pulmonaire post-embolique, une pathologie cardiaque gauche, ou si le résultat va avoir un impact en termes de réflexion sur un potentiel traitement particulier de l'hypertension pulmonaire. Et donc, en termes de thérapeutique, le traitement principal des hypertensions pulmonaires associées aux pathologies respiratoires, c'est d'optimiser la pathologie respiratoire sous-jacente. Et donc, c'est évidemment l'oxygénothérapie de longue durée qui est la clé du traitement chez ces patients-là, associés ou non à la ventilation non invasive. Des diurétiques s'il y a des signes d'insuffisance cardiaque droite. Dans la BPCO, c'est les bronchodilatateurs associés aux corticostéroïdes si c'est indiqué.
les antifibrosants dans les pathologies interstitielles. La réhabilitation est quelque chose qui est extrêmement important chez ces malades qui sont le plus souvent déconditionnés et qui vont décrire une dyspnée finalement relativement invalidante. Et on va se poser la question, est-ce que c'est plutôt la pathologie respiratoire ou la pathologie vasculaire qui est à l'origine de ce retentissement? Eh bien, la réhabilitation est probablement très importante chez ces malades-là. Et puis, ne pas oublier de traiter les comorbidités. Alors ensuite, est-ce qu'il y a une place pour les traitements des hypertensions pulmonaires? Vous savez qu'on a fait beaucoup de progrès dans ce domaine avec des traitements qui sont approuvés dans l'hypertension artérielle pulmonaire. Et ces traitements visent à corriger la dysfonction endothéliale qui caractérise ces hypertensions artérielles pulmonaires. Vous avez des médicaments qui ciblent la voie de l'endothéline, des médicaments qui ciblent la voie du NO et des médicaments qui ciblent la voie de la prostacycline. Ces médicaments sont approuvés dans l'indication de l'hypertension artérielle pulmonaire du groupe 1. Dans l'hypertension pulmonaire associée aux pathologies respiratoires chroniques, la tentation est évidemment de donner ces médicaments. Toutefois, il est important de retenir que ces thérapeutiques peuvent avoir des impacts négatifs chez ces malades-là, avec notamment des détériorations sur les échanges gazeux, puisque vous allez vasodilater des territoires qui sont vasoconstrictés, et donc vous allez potentiellement vous risquer d'aggraver l'hypoxémie de ces patients. Et puis, chez ces malades-là, il peut y avoir aussi un niveau de remodelage vénulaire qui peut entraîner des œdèmes pulmonaires lorsqu'on donne ces médicaments. Donc, attention, et donc il va falloir savoir chez qui on peut discuter ces thérapeutiques. Alors, il y a des petits essais. Je vais essayer de vous passer des messages relativement simples là-dessus, qui donnent en gros des résultats assez discordants d'un essai à l'autre. Vous avez ici dans la BPCO, vous avez un premier essai avec le NO qui s'est focalisé chez des malades qui avaient une hypertension pulmonaire associée à une BPCO. Et là, de donner du NO associé à de l'oxygène, eh bien, les résultats de ce petit essai, 40 malades, étaient positifs. Ensuite, les autres essais ont des résultats un peu discordants d'un essai à l'autre. Vous voyez que le nombre de malades inclus est très limité, et donc c'est un peu difficile de se faire une idée très précise. Sur les anti-endothélines, avec le Bosentan, on a un essai négatif avec une vraie aggravation des échanges gazeux, et un autre essai qui semblait montrer des résultats positifs. Avec les inhibiteurs de phosphodiestérase de type 5, sildenafil, tadalafil, eh bien on a des résultats, certains positifs, d'autres négatifs, et à chaque fois, on a des petits effectifs inclus dans ces études. Dans les pathologies interstitielles, on a un petit peu plus d'essais. Ce qui est intéressant, c'est que les premiers essais ont essayé de voir si les médicaments de l'hypertension pulmonaire pouvaient avoir un impact sur la fibrose. Et donc, finalement, le mécanisme, le mode d'entrée dans ces essais n'était pas l'hypertension pulmonaire, mais c'était la pathologie fibrosante, et on voulait savoir si ces médicaments n'avaient pas un impact antifibrosant. Donc finalement, ils n'étaient pas sélectionnés sur la présence d'hypertension pulmonaire et finalement, on a des résultats qui sont globalement négatifs, avec, par exemple, avec l'embrisentan, des signes plutôt inquiétants d'aggravation, de dégradation clinique sous embrisentan, avec un essai, l'essai Artemis, qui a dû être interrompu par le DSMB en raison d'une augmentation des effets secondaires. Dans les traitements, toujours dans les pathologies interstitielles sur la voie du NO, PDE5 inhibiteur et riociguat, eh bien là aussi des résultats qui sont plutôt pas très encourageants. Au mieux, pas d'effet, et puis au pire, pas d'effet, mais aussi une aggravation avec une augmentation de l'incidence des hospitalisations et de la mortalité qui a nécessité l'arrêt prématuré de l'essai. Alors dans ce contexte-là, on a une étude récente, le treprostinil inhalé, qui a fait l'objet d'un essai randomisé, qui a donné dans les pathologies interstitielles compliquées d'hypertension pulmonaire. Vous voyez que c'était principalement des pathologies interstitielles idiopathiques. C'était des malades qui étaient le plus souvent sous oxygène et très peu avaient des traitements antifibrosants. L'essai est positif avec un bénéfice en termes d'amélioration du test de marche de 6 minutes qui était le critère principal de jugement comparativement au placebo, avec sur les autres critères une amélioration du NT-proBNP et surtout aussi une réduction du risque de survenue d'une aggravation clinique.
Alors, les résultats de cet essai est certes positif, mais pose quelques questions. Vous voyez que chez les malades les plus sévères, le médicament semble efficace. On ne sait pas chez les malades les moins sévères si le traitement est également efficace. Et puis il y a une phase d'extension en longue durée en ouvert qui a été réalisée et qui montre qu'au mieux on stabilise les malades et en revanche il semble y avoir un bénéfice en termes d'amélioration de la fonction respiratoire sur la CVF et donc ça pose la question de l'impact de ce médicament sur les processus fibrosants et ça fait l'objet d'essais dédiés sur l'utilisation du treprostinil inhalé comme antifibrosant. Donc les résultats à court terme sont intéressants, mais à plus long terme semblent probablement moins utiles. Donc que retenir finalement en termes de recommandations? Clairement, dans les pathologies interstitielles, l'embrisantan est contre-indiqué, le riociguat est contre-indiqué. Et globalement, le treprostinil inhalé peut faire l'objet d'une prescription chez ces malades-là, mais avec une surveillance très attentive. Les inhibiteurs de PDE5 sont probablement intéressants, mais nécessitent d'autres essais. Et donc, en conclusion, je voulais donc vous rappeler que l'hypertension pulmonaire associée aux pathologies respiratoires chroniques est assez fréquente et le plus souvent modérée. Pour ces malades-là, le traitement se focalise sur la prise en charge et l'amélioration de la pathologie respiratoire et des comorbidités, qu'un petit pourcentage de malades a une hypertension pulmonaire sévère définie par des résistances supérieures à 5. Chez ces malades-là, on peut discuter au cas par cas d'abord de faire un cathétérisme cardiaque droit, qui est le préalable indispensable pour confirmer ce niveau de sévérité. Et puis, il est nécessaire de faire des essais thérapeutiques chez ces patients-là. Et un essai est actuellement en cours dans l'hypertension pulmonaire sévère associée au BPCO, qui évalue en ce moment l'effet du tadalafil chez ces patients-là. Je vous remercie. Merci, professeur Olivier Sanchez, pour votre présentation riche en informations. On a le temps, je crois qu'on a le temps pour 2 ou 3 questions. Oui, première question. Oui. C'est une excellente présentation. Je voudrais savoir, dans ce cas, est-ce que la chirurgie dans les hypertensions artérielles pulmonaires secondaires à des maladies respiratoires a son indication? Il n'y a pas d'indication chirurgicale dans les hypertensions pulmonaires. La réduction de volume, vous voulez dire? Ou l'endartérectomie. Donc l'endartérectomie pulmonaire, elle ne se discute que dans les hypertensions pulmonaires post-emboliques, ce qui n'est pas le cas des malades qui ont une hypertension pulmonaire associée aux pathologies respiratoires. Néanmoins, il peut y avoir les deux. On peut avoir une BPCO et une hypertension pulmonaire post-embolique, avec potentiellement une indication opératoire. Et donc, effectivement, chez ces malades-là, s'il y a une obstruction proximale, une chirurgie d'endartérectomie pulmonaire peut tout à fait se discuter. Donc, la transplantation, elle se discute. Elle peut se discuter chez des malades qui ont des pathologies respiratoires qui vont être très évoluées. Et donc le plus souvent, c'est une transplantation soit mono, soit bipulmonaire qui peut se discuter. On fait quasiment plus de transplantation cardiopulmonaire, et donc ça peut effectivement être une indication. S'il vous plaît, je voudrais vous poser une question sur l'intérêt du treprostinil inhalé dans la fibrose pulmonaire idiopathique. J'ai un malade que j'ai suivi pour cette maladie qui était en commun avec un collègue en France. Et comme il avait une fibrose idiopathique sévère, il a été mis d'emblée sous pirfenidone et nintédanib. Malgré ça, il s'est aggravé et il a été mis sous treprostinil inhalé. Sachant le coût exorbitant de ce traitement, qu'est-ce que vous pensez? La deuxième question, c'est l'intérêt du bosentan dans l'hypertension artérielle pulmonaire, de la sclérodermie, qui n'est pas due à l'hypoxie, mais qui est due à la maladie elle-même. Alors, donc, sur la première question, effectivement, c'est des traitements qui sont très coûteux, et donc ça nécessite effectivement de se poser la question de la bonne indication. Sur le treprostinil inhalé, franchement, on trouve que les résultats de l'essai thérapeutique sont
probablement un petit peu trop beau pour être vrai, parce que ce n'est pas ce que l'on observe en pratique clinique. Et donc, dans le cadre du réseau français des hypertensions pulmonaires, on a fait une étude de vraie vie dans laquelle les malades qui ont une pathologie interstitielle ont été mis sous tréprostinil inhalé et ils ont été suivis le plus longtemps possible. Ça va faire l'objet d'un abstract soumis à l'ERS pour le prochain congrès et les résultats à long terme sont décevants. Sont décevants en termes d'efficacité. Et il y a vraiment moins de 30% des malades qui gardent une amélioration persistante. Donc on a l'impression qu'ils s'améliorent au début, sous tréprostinil, mais que l'efficacité, pour des raisons qu'on ne comprend pas bien, un peu ce qui a été observé dans la phase ouverte de l'essai avec le tréprostinil, eh bien l'effet s'épuise. Et donc finalement, en termes d'efficacité sur l'hémodynamique, on a des résultats qui sont plutôt décevants. Néanmoins, je pense que la voie inhalée de ces thérapeutiques est probablement pertinente chez ces malades avec une grande hétérogénéité des rapports ventilation-perfusion. Et donc c'est probablement une voie d'avenir pour l'administration de ces médicaments. Il y a des voies inhalées pour l'utilisation des inhibiteurs, des stimulateurs de l'équivalent du riociguat, de la guanylate cyclase soluble, qui sont actuellement en cours. Et donc c'est probablement intéressant. Enfin, pour votre dernière question qui est l'utilisation du bosentan dans la sclérodermie, oui, c'est clair, c'est une très bonne indication. Ça a une indication, un bénéfice sur le syndrome de Raynaud avec une réduction des ulcérations digitales. C'est un médicament qui est très efficace dans l'hypertension artérielle pulmonaire qui complique la sclérodermie sans atteinte interstitielle significative. Donc c'est effectivement une thérapeutique qui est potentiellement très intéressante au même titre que les inhibiteurs de PDE5. Dernière question, professeur Sarraj. Merci beaucoup pour ce tour des raisons. C'est compliqué, surtout vers la fin. On est un peu... on reste sur notre fin. Vous l'avez très bien souligné, le problème ici, c'est de définir quels sont les bons patients qui ont une hypertension pulmonaire qui va évoluer, ce qui était avant appelé disproportionné. Alors j'ai vu, par la PID, il y a des corrélations entre l'atteinte parenchymateuse évolutive et le niveau d'hypertension artérielle pulmonaire pour dire on va plus aller dans ce sens-là. Et il y a ce fameux rapport tout à l'heure dont j'en ai parlé, je ne sais pas ce que vous en pensez, sur le rapport CVF sur DLCO et qui va prédire une participation vasculaire plus importante vu la chute de DLCO. Est-ce que vous ne pensez pas que, in fine, ce serait... Parce que là, les études sont négatives et on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont retenu pour donner tel ou tel traitement. Est-ce que ce ne serait pas là chercher quel est le bon... la bonne méthode? On est tout à fait d'accord. Je pense qu'il y a la nécessité de faire des études sur des populations qui sont les plus... les bonnes populations cibles. Et les bonnes populations cibles sont les malades qui ont une hypertension pulmonaire sévère, avec effectivement la nécessité de faire un cathétérisme cardiaque droit chez ces malades-là. Donc je pense que si on se pose la question de est-ce que je vais éventuellement donner du tréprostinil inhalé, je pense qu'il faut, chez ces malades-là, réaliser au préalable un cathétérisme cardiaque droit et discuter de cela si on a des résistances vasculaires supérieures à 5 unités Wood. Ensuite, c'est clair que pour l'instant, les résultats sont négatifs. Très vraisemblablement, et je suis d'accord avec vous, parce qu'on n'a pas inclus les bons malades. Si on inclut des malades qui ont des hypertensions pulmonaires relativement peu sévères, eh bien, l'effet des traitements ne va pas être très bon, et voire même on risque d'avoir des effets délétères. Donc c'est la raison pour laquelle je pense qu'il est nécessaire de faire des essais dédiés sur la bonne population, en se focalisant chez ces malades qui ont des résistances supérieures à 5. Et en pratique clinique, en dehors des essais thérapeutiques, je pense que le message, c'est faites un cathétérisme cardiaque droit, discutez à plusieurs, avec le centre de référence à Kremlin-Bicêtre Paris, pour savoir s'il faut ou pas se lancer dans des traitements et évaluer si cela est possible, l'inclusion dans un essai thérapeutique.